Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous informatif. Voici les titres du journal. Vers la mise en place du cadrage national au Bénin, c'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 12 octobre 2016. Nous y reviendrons dans quelques instants. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, a procédé au lancement du forum d'échange sur les objectifs de développement durable. Plus de précisions dans cette édition. La Loterie nationale du Bénin vient de faire un nouveau gagnant. La cérémonie officielle de remise de chèques s'est déroulée hier au Palais des Congrès de Cotonou. Le compte rendu dans ce journal. À nouveau, bonsoir. La décision du gouvernement qui interdit les activités des associations estudiantines est diversement appréciée par les acteurs politiques et ceux de la société civile. Ainsi, je vous propose de suivre un extrait des impressions d'un ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. On écoute Benoît Degla au micro d'Abdelkader Achiro. Quand vous vous référez aux années antérieures, vous vous rendez compte de combien de fois l'université a été militarisée afin que le calme y revienne. J'étais ministre de l'Intérieur et j'ai assisté dans la douleur à des événements dramatiques où des étudiants ont tué en direct un policier en mission. Il y a 4 ans de cela. Vous voyez, c'est des choses qui vous marquent. Et ça a été filmé, ils ont eu le courage de filmer l'assassinat en direct du policier. Lorsque, pour un saut d'humeur, les étudiants barricadent la voie inter-État, ou lorsqu'ils créent des situations d'insurrection sur le campus, et avec les milices qui s'écrient ça et là, où des zones parfois sont interdites d'accès au sein du campus, je crois que cela mérite qu'on y pense sérieusement. Et on ne peut pas continuer de construire une nation avec une jeunesse qui va continuer de se comporter comme ça. La décision prise par le gouvernement le mercredi dernier, je vous l'avoue, je ne suis pas contre. Parce que le décret vient mettre fin à un désordre. Alors, ceux qui parlent de violation de notre Constitution se trompent, parce que le décret n'a pas dit qu'on interdisait, qu'on supprimait les associations. On a dit interdiction des activités des associations estudiantines. Ça veut dire quoi? Ces mouvements estudiantins continuent d'exister légalement au titre de la loi 1901. Ces associations existent bel et bien, donc on n'a pas écorché à leur existence juridique ni constitutionnelle. Mais ce sur quoi le gouvernement s'est penché, c'est le comportement, les dérives qui, si on y prend garde, peuvent dégénérer en des situations incontrôlables. Donc le décret pris par le gouvernement va permettre, n'est-ce pas, permet déjà de mettre fin aux manifestations à tout vent. Et ensuite, le gouvernement s'est engagé à sortir un décret pour encadrer désormais les mouvements des étudiants sur le campus. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Il a souhaité que le gouvernement très rapidement sorte ce décret pour que les étudiants comprennent les conditions dans lesquelles ils doivent pouvoir agir sur le campus. Leurs droits, ils vont l'exercer, mais dans la limite de ce que prévoient les textes. Parce que notre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Dans le cadre de lutte contre l'interdiction des manifestations estudiantines sur le campus d'Abomey-Calavi, l'Organisation des droits de l'homme et des peuples et l'Union nationale et scolaire des étudiants du Bénin ont donné une conférence de presse à la Bourse du Travail ce jeudi matin. Suivez le point avec Leandro Kodo et Billy Laibi. L'Organisation des droits de l'homme et des peuples
ODHP et l'Union nationale et scolaire des étudiants du Bénin, UNSEB, ont donné une conférence de presse ce jeudi matin à la Bourse du Travail. Ces organisations s'opposent à la décision du gouvernement portant sur l'interdiction des activités des organisations estudiantines sur le campus d'Abomey-Calavi, déclarée au Conseil des ministres du mercredi 5 octobre dernier. Qu'aucune raison, aucun argument ne peut justifier les atteintes à ces libertés comme l'ont tenté de le faire hier. À leur conférence d'explication, Maître Joseph Djogbenou et ses collègues ministres, visiblement mal à l'aise dans ce difficile exercice de l'indéfendable. Les travers enregistrés lors des luttes revendicatives ne peuvent être que l'œuvre des personnes infiltrées dans le mouvement étudiant par le pouvoir et les autorités rectorales dans le but de discréditer le mouvement étudiant et aboutir en fin de compte à la mesure que nous déplorons tous. L'ODHP exige l'annulation sans délai des décrets sans lequel aucune négociation n'est possible. Dit au président Talon de prendre l'exemple de Yahi qui avait juste tenté, avait émis l'intention de réviser la Constitution. Mais le peuple ne l'a-t-il pas vomi à cause de ça, entre autres? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, les libertés sont chères et aucun argument ne peut en justifier l'interdiction. Ce n'est pas possible. Le peuple est debout. Lorsque vous touchez à la démocratie, à la liberté, même d'une femme de Dantoba, tout le peuple se lève. Aujourd'hui, toute personne qui tenterait de s'y attaquer, eh bien, il a déjà creusé sa tombe. Il périra dans sa propre tombe. Ces organisations espèrent avoir le soutien de la presse afin de mieux se faire entendre. L'organe consultatif de la jeunesse, OCJ, organise du 13 au 14 octobre un forum d'échange sur les objectifs de développement durable. Le thème de ce forum s'intitule « Les objectifs de développement durable à l'épreuve de l'exclusion sociale et économique. Piste pour ne laisser personne de côté ». Enoch Lahadé pour le compte-rendu. L'aide de ne laisser personne de côté a sonné. C'est la cloche que sonne ici l'organe consultatif de la jeunesse. À travers ce forum d'échange sur les objectifs de développement durable qui s'étend sur 2 jours, l'OCJ compte œuvrer pour ne laisser personne de côté. Pour ce faire, cet organe fait de son cheval de bataille certaines priorités pour réduire les inégalités que subissent les personnes affectées par les maladies chroniques et celles affectées par les handicaps. L'organe consultatif de la jeunesse, en association avec toutes les associations et mouvements, institutions de jeunesse en République du Bénin, a voulu allumer donc les projecteurs sur les cas flagrants d'exclusion et d'inégalité dont sont victimes certaines couches de notre société. Point n'est besoin de rappeler. À travers l'ensemble donc des ODD, les États membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à lutter contre les inégalités, à construire des sociétés pacifiques, inclusives et résilientes, en s'assurant de l'avenir de la planète et surtout du bien-être des générations futures. La communauté internationale a adopté en 2015 un plan d'action de développement durable qui s'articule autour de 17 objectifs qui touchent toutes les couches sociales. Le ministre d'État chargé du plan et du développement approuve cette initiative et donne les raisons du gouvernement à être du côté de la jeunesse. Je peux vous dire que l'actif le plus important dans lequel le gouvernement de notre pays compte investir, c'est la jeunesse. La mise en œuvre du 17e objectif sur le partenariat global et les moyens de mise en œuvre sera au bénéfice de cette jeunesse. Au total, dans l'attente des résultats des travaux de ce forum, je voudrais, sans chercher à influencer vos conclusions, partager avec vous les 5 défis qui me semblent importants de relever en lien avec la prise en compte de la jeunesse dans la mise en œuvre des ODD. Il s'agit, premièrement, de mettre la croissance inclusive au cœur de toutes les politiques de développement de notre pays. La croissance inclusive,
C'est celle qui permet de dire demain, nous avons une croissance économique, mais en même temps, elle nous permet de réduire la pauvreté. Elle nous permet de donner des emplois à notre jeunesse. Après ceci, ce sont des mesures urgentes qui seront prises par le gouvernement de la rupture pour réduire l'accroissement des inégalités au Bénin. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. On écoute Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le Conseil des ministres a autorisé le recrutement de 3432 enseignants contractuels au profit du ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ce qui veut dire que pour ces deux ordres d'enseignement, le gouvernement a autorisé le recrutement de 7033 enseignants. L'incidence financière de cette organisation sera prise en charge par le ministère de l'Économie et des Finances dans les meilleurs délais et dans les limites fixées par le Conseil. L'insécurité foncière est une préoccupation majeure dans notre pays. Nous le savons tous. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de faire élaborer le cadastre national dont les travaux vont démarrer en 2017 avec l'assistance de partenaires déjà identifiés. À terme, lorsque ces travaux seront achevés, notre pays va disposer de l'ensemble des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres. La représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sera enfin assurée. Elle sera fiable, elle sera pérenne, assurée sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. Dans ce cadre, et pour arrêter le désordre dans le secteur généré par les initiatives éparses, toutes les opérations en cours pour l'élaboration de documents cadastraux sont suspendues sur toute l'étendue du territoire. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale ont été instruits par le Conseil à l'effet de faire respecter scrupuleusement cette décision. La coopération bilatérale entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas prend un nouveau départ dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, avec la signature d'un accord de financement. Le processus de formulation d'un nouveau programme a démarré avec le concours du Royaume des Pays-Bas, mais en attendant l'aboutissement de ce processus et dans le souci de pallier aux besoins urgents d'approvisionnement en eau potable des populations, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin a mis en place un programme transitoire, un programme d'urgence dénommé Fonds de transition eau, d'un coût global de 6,2 milliards. Ce programme permettra de desservir 87 500 Béninois dans 21 communes grâce à la réalisation de 350 points d'eau potable en milieu urbain, périurbain et rural. La gestion de ces fonds est confiée à la Caisse autonome d'amortissement. La Loterie nationale du Bénin a procédé hier à la cérémonie de remise de chèques à un gagnant. Cette manifestation s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Suivez le reportage de Bernice Loco et Leandro Kodo.
Après Adjouida et bien d'autres communes, la Loterie nationale du Bénin innove encore. Ce ressortissant malien a pris le risque de miser avec 300 francs seulement et s'en sort avec plus de 43 millions de francs CFA. Il a reçu son chèque des mains du directeur général adjoint de la Loterie nationale du Bénin. 924 950 francs CFA. Ça mérite encore de remercier. Le directeur général, à son tour, félicite l'heureux du jour et lui prodigue des conseils. Particulièrement heureux pour notre frère, pour notre ami Bokar. Et puis nous allons lui dire ceci. La première vocation de l'argent, c'est de finir. 44 millions, c'est beaucoup d'argent. Je me permettrai de lui dire de se calmer, j'ajouterai complètement, de sécuriser son argent et de voir venir. Plusieurs artistes béninois étaient présents pour agrémenter cette cérémonie. La Loterie nationale du Bénin invite toute la population béninoise à jouer chaque jour afin d'être comptée parmi les millionnaires. Les informations hors de nos frontières, c'est la page Inter que nous propose Florian Diamagbo. Ouvrons cette page Inter par la diaspora africaine. Un potentiel d'investissement qui peine à trouver des fonds, la diaspora africaine a envoyé près de 32,5 milliards d'euros de fonds vers l'Afrique en 2016, d'après la Banque mondiale. C'est 10 fois le montant à l'aide internationale au développement. La diaspora représente donc aujourd'hui un investisseur incontournable pour l'Afrique. En France, beaucoup de ses membres essaient de créer des entreprises qui ont des intérêts sur les deux continents, mais il leur est difficile de trouver des financements. Alors, c'est tout un système de débrouille qui se développe. Rendons-nous au Gabon où il y a toujours l'incertitude sur la date de la rentrée scolaire dans le public. À quand la rentrée scolaire au Gabon? La question reste posée alors que les cours devraient reprendre début octobre. À ce jour, c'est le silence. Le ministère de l'Éducation promet la rentrée pour une date très prochaine, mais sans précision. La panique a gagné les Gabonais lorsque le gouvernement a ordonné aux responsables des établissements scolaires privés de fermer leurs portes. Surpris, ces derniers sont allés voir le ministre de l'Éducation nationale qui a fini par uniquement autoriser la réouverture des écoles privées. Du Gabon, rendons-nous au Burundi où le Parlement burundais vote massivement en faveur du retrait de la CPI. Le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale internationale. Mercredi 12 octobre, le Parlement a adopté au cours d'une procédure accélérée un projet de loi qui retire le Burundi de la CPI. Une décision prise après la sortie d'un rapport d'experts de l'ONU accablant sur de graves violations des droits de l'homme et de la création d'une commission internationale d'enquête par la Cour des droits de l'homme. Mettons un terme à cette page par l'actualité en Haïti, où un rapport publié par l'ONU ce jeudi 13 octobre 2016 à Genève, qui porte sur plus de 7000 catastrophes naturelles, indiquait que Haïti a totalisé le plus grand nombre de victimes entre le milieu des années 90 et 2015. Les catastrophes naturelles ont fait 1,35 million de morts durant cette période
et Haïti, qui a récemment été dévasté par l'ouragan Martha, est le pays le plus touché. Face à la presse, Robert Glacé, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques des désastres, a souligné que le récent ouragan Martha constitue un exemple tragique du lien entre pauvreté et décès liés au désastre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.